Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Coactis Santé consacré à la dénutrition en pleine semaine nationale de lutte contre la dénutrition des personnes en situation de handicap. Nous avons intitulé ce webinaire Handicap et dénutrition, prévenir, dépister et agir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment d'échange et je vous remercie pour votre intérêt car vous avez été plus de 1400 personnes à vous inscrire à ce webinaire partout en France. Je tiens à préciser que nous avons des participants d'absolument partout en France. Merci donc à vous, merci à tous nos partenaires qui ont partagé l'information. Quelques informations pratico-pratiques pour commencer ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une durée d'1 heure exactement. Ce webinaire est enregistré et sera disponible très rapidement en replay. Vous pourrez le retrouver sur le site de Coactis Santé et j'enverrai un lien de connexion à ce replay par mail, ainsi que toutes les ressources que nous allons évoquer durant ce webinaire à toutes les personnes qui se sont inscrites. L'objectif aujourd'hui est de partager de bonnes pratiques et d'aider les professionnels de santé à prévenir et agir contre la dénutrition des personnes en situation de handicap. Ce webinaire est gratuit. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire par chat à l'écrit. Je remercie Odile Antoine et Anne-Charlotte Damble, les co-délégués de l'association qui gèrent cette modération écrite, qui vous répondront et qui nous feront remonter à nous, les intervenants, les questions principales que vous avez à nous poser. Nous aurons bien évidemment du temps pour répondre à ces questions, environ 15 minutes à la fin du webinaire. Merci aux équipes techniques, à Jules, à la Vélotypie, aux traductrices en langue des signes qui assurent un aspect technique et l'accessibilité aussi de ce webinaire. Enfin et surtout, un immense merci à nos deux intervenants qui sont experts du sujet. Permettez-moi de vous présenter le professeur Pierre Jésus. Professeur, vous êtes professeur de nutrition et responsable de l'unité de nutrition au CHU de Limoges. Vous êtes secrétaire du collectif national de lutte contre la dénutrition et vous êtes membre du conseil d'administration du Centre Source Nutrition Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Merci également à Madame Carole Villemontex. Madame, vous êtes la directrice du Centre Source Nutrition Nouvelle-Aquitaine, centre source que vous allez nous présenter lors de votre intervention. Mais avant de vous donner la parole à tous les deux et vous laisser le temps d'exposer en détail vos interventions, j'aimerais vous présenter l'association Coactis Santé. Qui sommes-nous? Nous sommes une association engagée depuis 2010 en faveur de la santé des personnes en situation de handicap. Coactis Santé mène une action de sensibilisation auprès des professionnels de santé et du grand public, notamment en diffusant 2 solutions gratuites et concrètes qui sont Santé BD et HandiConnect. Ces 2 solutions sont en accès libre sur notre site internet et elles répondent surtout à 2 lacunes, 2 freins que rencontrent les personnes en situation de handicap dans l'accès aux soins au quotidien. Premier frein, le manque d'informations accessibles pour eux-mêmes avant tout. Deuxième frein, le manque de formation des professionnels de santé. L'association travaille donc sur tous les handicaps et sur de nombreux thèmes de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la dénutrition dans le contexte du handicap et je vous propose donc de découvrir nos ressources gratuites sur ce sujet pour vous aider dans votre pratique quotidienne. J'aimerais tout d'abord vous parler du site handiconnect.fr. Handiconnect.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un site ressources pour aider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de handicap, tout handicap confondu. On y trouve des fiches conseils, on en a près de 80, un annuaire de formation qui existe en France et la possibilité de poser des questions face à une situation de soins spécifique au handicap. Donc c'est un accès à l'expertise pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. L'objectif, concrètement, c'est de mieux accueillir un patient en situation de handicap et de vous faire gagner du temps. Nous proposons plusieurs fiches et nous ne faisons rien tout seul puisqu'elles sont toujours rédigées par des experts reconnus dans chaque domaine. J'aimerais vous parler tout d'abord de la fiche qui concerne l'autisme et la prise en charge diététique. Cette fiche conseil nous rappelle quelles sont les particularités liées aux troubles du spectre de l'autisme, potentiellement à l'origine de troubles alimentaires. On comprend quelles sont les conséquences et les répercussions pour la personne qui vit avec un TSA et on découvre les leviers d'action pour compenser ces difficultés.
Il s'agit d'une fiche que vous retrouverez sur le site, que vous pouvez télécharger ou tout simplement consulter directement sur le site Internet. Nous avons 3 fiches également sur le polyhandicap et la dénutrition. 3 fiches conseils qui rappellent tout d'abord les critères de diagnostic, comment on pose un diagnostic de dénutrition face à un patient en situation de polyhandicap. Quels sont les facteurs qui favorisent le risque et l'adaptation nutritionnelle possible qu'on peut mettre en place pour un enfant ou un adulte polyhandicapé? Le professeur Jésus va revenir dessus longuement, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le sujet, mais sachez que vous avez 3 fiches à votre disposition sur le site HandiConnect. Enfin, j'aimerais vous parler des fiches sur le handicap et le vieillissement. L'association Coactis Santé travaille sur le sujet des personnes handicapées vieillissantes. Ces 3 fiches conseils qui existent parlent du sujet de la nutrition et vous y trouverez une définition du vieillissement et de ses effets, des points de vigilance, les relais sur lesquels s'appuyer et une sélection d'outils utiles pour évaluer le profil de vieillissement d'une personne en situation de handicap. À chaque fois, vous voyez tous les experts ou tous les organismes qui ont contribué à l'élaboration de ces fiches. Comme vous pouvez le constater, nous ne faisons absolument rien tout seul. Ces ressources sont le fruit d'un partage de savoir expérientiel basé sur les recommandations de bonnes pratiques existantes. L'autre solution dont j'aimerais vous parler, c'est Santé BD. Santé BD, c'est une solution qui est développée depuis 2010 par l'association Coactis Santé. Ce sont des bandes dessinées qui sont rédigées en Falc, donc avec la méthode Falc, facile à lire et à comprendre. Elles sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut choisir sur le site internet quel personnage on aimerait avoir dans la bande dessinée. Ce sont également des posters, des vidéos et une banque d'images qui contient plus de 20 000 dessins accessibles gratuitement sur santébd.org. Santé BD propose donc des ressources qui vont vous servir pour faire de la prévention, essentiellement quand on parle de dénutrition, pour expliquer à vos patients comment mettre en place une alimentation équilibrée, pédagogique, très visuelle. Ces bandes dessinées, vous pouvez les utiliser pour des personnes qui ont des difficultés de compréhension ou d'expression du fait de leur handicap, mais aussi pour des enfants, des personnes qui ne parlent pas ou mal français. Elles peuvent être donc utiles pour tout le monde, avec ou sans handicap. Donc là, vous verrez une sélection de bandes dessinées très utiles quand on parle de dénutrition. La bande dessinée Mieux manger pour prendre soin de sa santé, par exemple, c'est une bande dessinée que vous retrouverez sur le site internet où on peut utiliser les dessins pour établir des menus, réaliser des ateliers d'éducation thérapeutique sur la nutrition. On peut également expliquer concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre dans son assiette ou pas. On a également la bande dessinée Comment manger plus de fruits et de légumes. Elles sont toutes déclinables en posters. Vous pouvez aussi les utiliser sous forme de posters. Et vous pouvez avoir de bonnes idées, de bonnes pratiques pour prévoir des menus, par exemple, pour la semaine, pour organiser des tableaux. Et après, vous retrouvez sur la banque d'images Santé BD plus de 200 dessins qui ont servi à élaborer ces bandes dessinées et que vous pouvez utiliser aussi pour donc les ateliers de nutrition ou pour des tableaux de communication avec des personnes dyscommunicantes. Enfin, par l'expertise que l'association Coactis Santé a développée sur le sujet de la dénutrition, nous avons le plaisir d'être partenaire du collectif national de lutte contre la dénutrition depuis plusieurs années. Et nous sommes ravis de nous engager à leur côté cette semaine, d'organiser ce webinaire en pleine semaine de lutte contre la dénutrition. Je voulais donc vous parler, pour finir, des 2 outils gratuits que nous avons élaborés avec ce collectif. Tout d'abord, un guide d'action destiné aux aidants familiaux et aux professionnels accompagnant au quotidien des personnes en situation de handicap, conçu avec les experts HandiConnect. Ce guide est disponible sur notre site, sur le site du collectif, et vous y trouverez les bonnes pratiques, les signes qui peuvent alerter, tout ce qui peut être utile. Nous avons également conçu avec le collectif, nous avons surtout traduit en facile à lire et à comprendre, l'auto-questionnaire Parade, que va évoquer aussi également le professeur Jésus, et qui ont été réalisés avec les images Santé BD, mais que nous avons traduit en facile à lire et à comprendre, que vous retrouverez également sur notre site internet. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette introduction, et sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Pierre Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous.
Allez, je vais partager mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça m'a l'air bon. Eh bien, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette invitation et puis pour voilà, ce webinaire. Je remercie aussi Coactis de son investissement et de son partenariat avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Donc, je vais aborder avec vous sur cette première partie l'évaluation nutritionnelle des personnes en situation de handicap. Et on pourra en discuter, bien sûr. Je ne vais pas m'étendre, moi, principalement sur la prise en charge en 15 minutes. C'était long pour aborder tout cela, mais n'hésitez pas à poser vos questions et cela sera abordé en partie par Madame Villemontex. Alors voilà, rapidement, je vous brosserai le tableau voilà, de la Semaine nationale de la dénutrition. Je vous ferai une petite introduction. Puis on abordera la dénutrition dans le contexte du handicap. Alors ce sera principalement finalement tourné du handicap psychomoteur et du polyhandicap, hein. Et puis après un point finalement sur partie extrêmement importante qui est l'évaluation de l'état nutritionnel. Alors tout d'abord, la semaine nationale de la dénutrition. Alors voilà, c'est une semaine d'action, donc d'action, vous voyez, au pluriel, hein. Chacun peut décider de faire ses actions dans toute la France avec des acteurs associatifs, du médico-social, du sanitaire, hein. L'objectif, c'est de lutter contre la dénutrition, hein. La semaine de la dénutrition, on est en plein dedans, hein, puisque c'est du 12 au 19 novembre dans toute la France. Là, vous voyez la carte des actions. Et c'est une semaine qui est réalisée avec un soutien institutionnel de l'État, que ce soit le gouvernement, l'assurance maladie, les caisses d'assurance vieillesse et puis de l'autonomie. Et puis, bien sûr, avec tous les partenaires associatifs et qui participent aussi aux actions du collectif. Alors, les actions, finalement, alors vous voyez pour qui? C'est pour tout le monde, hein, à tous les niveaux. On est à peu près plus de 3000 voilà, participants, donc actions, hein, finalement, du secteur social, médico-social, sanitaire. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des professionnels de santé, hein, en libéral, en structure, en établissement de santé ou en établissements médico-sociaux. Et puis, les actions, elles sont très, très larges, que ce soit du dépistage, des actions de formation, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, de la sensibilisation aussi en même temps, de la communication, des actions pendant le repas. Donc ça, par exemple, plutôt dans les structures, hein, donc que ce soit les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux. Et pour réaliser toutes ces actions, le plus simple, c'est d'aller directement sur le site du collectif, hein, donc lutte contre la dénutrition.fr, et on peut s'inscrire. Donc, pour cette année, ce sera un petit peu plus compliqué puisqu'on est en plein dedans, mais pour l'année prochaine, d'aller sur le site et de vous inscrire pour votre action et pour pouvoir avoir des kits de communication avec comme objectif, bien sûr, vous l'avez compris, hein, c'est combattre une maladie, puisque la dénutrition, c'est une maladie hein, qui touche plus de 2 millions, 2 à 3 hein, millions de personnes en France. De se mobiliser, finalement, on n'est pas tout seul hein, à se mobiliser face à la dénutrition, hein. Il y a un réseau important pour que ce soit des professionnels de santé, associatifs, les aides à domicile. Le réseau est très, 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 très vaste pour se former, bien sûr, sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches, bien sûr, de la population, que ce soit en âge, en situation avec ou sans pathologie chronique, hein. Et puis pour participer, bien sûr, à cette prise de conscience générale des enjeux de la dénutrition, puisque la dénutrition n'améliore rien, ça aggrave tout hein, chez les personnes, chez les patients. Donc ça concerne toute la population, les familles, bien sûr, les proches, les malades, et puis bien sûr les professionnels qui les prennent en charge. Alors voilà, le collectif a réalisé, bien sûr, en partenariat avec des professionnels de santé, des associations comme Coactis, hein, des outils. Donc il y a
tout ce qui peut être avec les kits livrés en lien avec les actions, les affiches, les kakémonos, des livrets d'informations avec les messages clés, les guides d'action, comme il a été évoqué, hein, le guide d'action pour la personne en situation de handicap. Puis vous pouvez aussi aller sur l'Académie de lutte contre la dénutrition, où là, vous trouvez de nombreux outils de formation et d'information. Donc, je vous ai mis voilà, les liens, le lien pour aller retrouver aussi le guide d'action sur le site du collectif. Alors maintenant, en introduction, alors, je vous ai mis cette première partie parce que finalement, dans le handicap, alors, bien sûr, le handicap, c'est très, 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 très large. L'objectif, c'est toujours le bien-être, la qualité de vie de la personne, ses objectifs aussi. Donc là, je vous ai mis situation particulière, une patiente qu'on a pris en charge avec une maladie extrêmement sévère, une sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui atteint le nerf moteur, donc qui entraîne une paralysie. Donc c'était une patiente qui, elle, avait un projet, un peigné, hein, et c'était de poursuivre son action, la peinture, pour pouvoir lever des fonds pour lutter contre cette pathologie. Donc, vous pouvez la voir là sur la photo, hein, il y a un niveau de handicap extrêmement important. Elle avait une ventilation avec une trachéotomie, elle avait une alimentation avec une sonde de gastrostomie. Et elle a continué de peindre hein, avec ses yeux, finalement, avec un logiciel de poursuite oculaire. Et vous pouvez voir ce qu'elle peignait, finalement, hein, avec les yeux. La peinture qu'elle a fait à gauche, hein, je serais bien incapable de la faire moi-même avec mes mains. Donc, c'est une patiente, malheureusement, qui est décédée de sa pathologie, hein, mais qui a toujours voilà, son action pour lutter contre cette terrible maladie. Et elle, c'était son projet, hein, dans le handicap, de pouvoir continuer à avancer par rapport à cela. Alors, tout d'abord, la santé, hein, vous le savez, bien sûr, ça passe par l'alimentation. C'est pas nouveau, hein, même, voilà, ça remonte à très très longtemps. Hippocrate le disait, hein, que ton aliment soit ton premier médicament. C'est un enjeu du programme national nutrition santé avec voilà, l'objectif 18 hein, qui était de développer les actions de dépistage, prévention, surveillance de l'état nutritionnel des personnes en situation de vulnérabilité dans les établissements médico-sociaux. Bien sûr, les collectivités, elles, se doivent de respecter certaines règles hein, concernant la qualité et les quantités des aliments servis, hein. Il y a un cadre strict par rapport à cela. Et l'alimentation, bah, c'est souvent l'un des derniers plaisirs. Et il faut que ce plaisir ne soit pas risqué aussi pour le patient, hein. Par exemple, si on évoque les fausses routes, donc c'est quelque chose qui altère beaucoup, bien sûr, le plaisir alimentaire. Alors, le repas, bien sûr, vous le savez, hein, il y a un lieu, un instant, une personne, la situation, hein, elle est unique hein, à un moment donné. Et puis elle évolue. Hein, elle évolue ben, en fonction de ces paramètres. Et puis bien sûr en fonction de l'évolution et de l'état de la personne. Hein, on pourra avoir des moments où la personne va s'alimenter bien, facilement, d'autres où il y aura du reflux parce qu'il peut y avoir de la douleur, des douleurs dentaires et autres. Donc il faut prendre tout ça en compte, hein, l'environnement de la personne, bien sûr, toute son histoire, hein, ses attentes, les habitudes de vie, les troubles de la déglutition qui peuvent être extrêmement prévalents dans certaines situations de polyhandicap. Donc le polyhandicap, hein, bien sûr, hein, aussi. Et puis les troubles psychocomportementaux qui peuvent être associés, bien sûr, à la pathologie et qui peuvent, bien sûr, altérer tout ce fonctionnement. Donc c'est vraiment une situation, on va dire, tous les jours et chaque repas un petit peu unique, hein, qui se répétera rarement dans le temps. Alors, les problématiques que l'on a dans la situation finalement du handicap, bah, c'est que le handicap, il va pouvoir entraîner une diminution de la qualité de vie. Hein. Et puis aussi, il peut y avoir une altération de l'émoussement sensoriel, dépend bien sûr du type de handicap, hein, avec des perceptions diminuées ou voire augmentées hein, sur certaines situations aussi. Malheureusement, la situation de handicap, c'est un facteur de risque hein, d'augmentation de la morbimortalité, hein, donc des complications et du risque de décéder. Et finalement, dans le handicap, hein, il va y avoir des facteurs d'aggravation. Hein. Les facteurs d'aggravation vont aggraver le handicap va aggraver ces facteurs.
Donc, qui sont liés à, bien sûr, la maladie, les traitements, les troubles nutritionnels, tous ces autres facteurs, et qui, eux, bien sûr, hein, associés au handicap, vont avoir l'impact sur les complications et puis la mortalité. Alors, si on se fait un focus un petit peu plus spécifique aux troubles nutritionnels, malheureusement, et c'est tout le temps le cas, c'est un cercle vicieux. Dans le handicap, il peut y avoir bien sûr divers troubles secondaires, hein, que ce soit les troubles de la déglutition, bien sûr l'état bucco-dentaire qui peut être altéré, le trouble moteur, hein, bien sûr, si la personne elle a une atteinte motrice des membres supérieurs, si elle n'a pas d'aide pour s'alimenter, ce sera extrêmement compliqué. Donc la sédentarité, les reflux alimentaires, hein, les problèmes comportementaux. Tout cela va pouvoir générer de la dénutrition, mais aussi de l'excès pondéral, hein, qui est une autre situation, bien sûr, dans la situation du handicap, qu'on n'abordera pas dans ce webinaire. Et puis, dénutrition, excès pondéral vont être source de complications qui vont aggraver hein, le handicap, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, le handicap, finalement, ce sera bien sûr extrêmement compliqué, voire impossible d'en sortir. Par contre, on peut sortir d'un état de dénutrition, ça c'est très clair. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir éviter tous ces facteurs d'aggravation hein, qui seront liés à la dénutrition. La perte de masse musculaire, hein, d'un côté, hein, liée à la dénutrition, l'augmentation de la masse grasse sur l'obésité, et donc, bien sûr, les atteintes fonctionnelles, la fonction respiratoire, hein, et la liste, elle est non exhaustive. Alors, en ce qui concerne la dénutrition, gardez en tête que c'est pathologique, c'est anormal. Il ne faut pas se dire, bah, tiens, la personne, oui, elle a un handicap, elle a eu telle situation, elle perd du poids, c'est normal, oui, parce que bah, finalement, elle a un peu de mal à manger dans sa situation, donc c'est normal qu'elle perde du poids. Non, c'est pas normal de perdre du poids. Dans tous les cas, c'est pathologique, hein. Il y a un déséquilibre, c'est simple, hein, la nutrition, c'est toujours une histoire de balance. Donc, c'est un déséquilibre entre les besoins métaboliques, énergétiques de l'organisme et puis les apports, hein, ou l'utilisation finalement des apports, puisque la personne, elle peut manger normalement, mais si elle a de très nombreuses diarrhées, hein, par exemple, bah, les apports, ils vont pas être utilisés puisqu'ils vont être partis au niveau digestif. Donc, en énergie, en protéines, des fois en micronutriments, en vitamines, oligo-éléments. Donc, la dénutrition, elle est liée, et ça, on l'a dans quasiment 100% des cas, une diminution des apports alimentaires. La personne, elle va moins manger. Il y a de multiples raisons par rapport à ça, mais elle mangera moins. De l'autre côté, il peut y avoir une augmentation des besoins métaboliques, énergétiques, hein. Par exemple, avec une infection, la personne qui va faire une pneumopathie d'inhalation, qui va avoir une infection pulmonaire, ça va augmenter ses dépenses énergétiques. Une personne qui va avoir des lésions d'escar aussi, ça augmente beaucoup hein, les dépenses énergétiques. Assez souvent, on peut avoir les deux situations, hein, la diminution des apports alimentaires et puis l'augmentation des besoins. Et puis cette perte pondérale, elle va se faire hein, aux dépens de la masse maigre et principalement de la masse musculaire. Et la masse musculaire, c'est la fonction, hein, c'est l'état fonctionnel. La personne qui a réalisé ces transferts, peut-être qu'elle n'arrivera plus à faire ces transferts parce qu'elle a perdu trop de muscles, hein. Et assez souvent, il y a aussi une perte de masse grasse et la graisse, ça reste la réserve énergétique, hein. Donc c'est aussi important. Donc la dénutrition, c'est simple, hein, c'est comme le compte bancaire. Votre compte bancaire, il a l'équilibre, il va bien. Bah, si d'un seul coup, il y a moins d'argent qui rentre et où vous en dépensez plus, bah, le compte bancaire, il sera dans le négatif. Et là, on est dans la même situation. Alors, en quelques chiffres, finalement, chez les enfants et les adultes, on est à peu près, gardez ça en tête, hein, c'est quand même assez important, 2 tiers des enfants et des adultes polyhandicapés qui souffrent de dénutrition. Alors, si on creuse voilà, un petit peu les chiffres, on est dans des fourchettes hein, entre 40 et 70%, hein, à peu près, mais c'est quand même extrêmement important, hein. Donc, on le côtoie très, très régulièrement. Je vous ai pris d'autres situations, donc, par exemple la sclérose latérale amyotrophique, en fonction de l'état de la maladie et l'évolution. Voilà, on peut arriver jusqu'à la moitié des patients qui sont dénutris. D'autres pathologies, hein, la myopathie de Duchenne de Boulogne, peut arriver jusqu'à 62%. Donc, on est à peu près hein, dans ces mêmes chiffres, hein, entre 50, la moitié et 2 tiers hein, des personnes qui souffrent de dénutrition. Alors, il y a des signes, bien sûr, qui peuvent alerter. Chez un enfant, hein, déjà, ça va être un enfant, puisque un enfant avec un polyhandicap, hein, qui va avoir un retard staturopondéral, il va
grandir ben, moins vite, il va grossir moins vite, mais dans tous les cas, il va prendre du poids et de la taille, ça c'est sûr. Et même un enfant dans cette situation, il doit grandir et prendre du poids. Donc s'il s'arrête de grandir et de prendre du poids, c'est qu'il y a un problème. Une personne qui va perdre l'appétit, plein de raisons, hein, ça peut être bien sûr le moral, ça peut être la douleur, ça peut être la constipation. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément qu'on voit facilement. Personne, elle va moins manger, donc elle va diminuer son alimentation, peut diminuer ses activités aussi parce qu'elle a moins envie de faire de choses et qu'elle a moins de force pour les faire. Pour les personnes, les aidants, hein, surtout, hein, qui s'occupent de ces personnes, résidents, patients, et qui les habillent, bah, des fois, on peut remarquer que les vêtements, l'appareillage, par exemple l'appareillage dentaire, hein, ça peut être un appareillage où, bien sûr, dans la coque du fauteuil, ben, la personne, elle flotte dedans. L'écran de ceinture qu'on resserre, ça, c'est qu'il y a un souci, c'est que la personne, elle a perdu bah, de la masse, bien sûr, du volume. La fatigue inhabituelle, la somnolence, le désintérêt, bien sûr, pour les activités courantes, hein, la perte des acquis cognitifs, la personne qui va se dégrader, puisque quand vous perdez du poids, vous perdez, comme je vous dis, de la masse maigre. Alors, on ne perd pas du cerveau, hein, finalement, mais on perd de la fonctionnalité au niveau du cerveau, la mémoire, la réflexion, et la personne, même sans avoir de situation de handicap, hein, des personnes extrêmement dénutries vont avoir une moins bonne mémoire, une concentration moins bonne. Donc, ça impacte fortement l'état cognitif. Et puis, ça, vraiment, c'est extrêmement important, le mauvais état bucco-dentaire. Voilà, les extractions dentaires, l'hygiène précaire, les gencives irritées, les prothèses dentaires qui sont mal adaptées et qui seront de plus en plus mal adaptées que la personne va perdre du poids, hein, qui vont l'irriter, la blesser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, c'est les dents des patients. Alors, en ce qui concerne les causes de la dénutrition, ben, les causes, elles sont multiples, hein, bien sûr, et ces causes, elles vont entraîner ce déséquilibre de la balance énergétique. Donc, ça peut être des causes, bien sûr, stomato au niveau de la bouche, hein, ORL, pneumologiques, hein, avec des problèmes d'hypersalivation, d'une grosse langue, les fausses routes, les troubles dentaires. L'état psychique, hein, psychologique, le moral, hein, quand on a un moral moins bon, quand on est très anxieux, qu'on a peur de faire une fausse route, voilà, on va moins manger. Tous les médicaments, hein, les médicaments, ils peuvent avoir des effets sur la perte d'appétit, sur des effets secondaires, sur la constipation. Donc, toujours penser à regarder les médicaments des patients. L'impact directement du système nerveux, hein, donc central du cerveau, la perte d'appétit, les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs, tout ce qui est lenteur au repas, la dépendance, tout ça, ça va être impacté, bien sûr. Et puis, les troubles digestifs, hein, le tube digestif, c'est là, bien sûr, où les nutriments vont être absorbés. Donc, les patients, assez souvent dans les situations de polyhandicap, peuvent avoir des gros reflux hein, gastro-œsophagiens. Donc, les aliments qui vont remonter avec un risque qui passe dans les voies respiratoires. Donc, chez ces patients, bien sûr, bah, les patients ne seront pas confortables parce qu'ils auront de l'irritation, de l'œsophagite, une inflammation de l'œsophage. Il peut y avoir des ralentissements aussi de la vidange gastrique, constipation très, très fréquente. Et ça, c'est simple, hein. Quand on a du mal à évacuer, on ne va pas se remplir hein, physiologiquement. Donc, quand on est constipé, on va petit à petit diminuer ses apports alimentaires. Et puis, ça peut aller jusqu'à des états de subocclusion, voire d'occlusion. La douleur chronique, hein, vous l'avez peut-être déjà vécu, quand on a mal, quand on a très mal à la tête, on n'a pas faim en général, hein, mais quand on a mal, bien sûr, aux articulations, qu'il y a de la spasticité, des luxations, subluxations, une position douloureuse, des lésions d'escar, bah, la douleur, ça empêche de manger. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein. Comme je le disais tout à l'heure, les infections pulmonaires et autres, tout ça va participer à ce déséquilibre de balance énergétique. J'insiste vraiment sur l'état bucco-dentaire. Il faut regarder déjà la bouche, tout simplement, et puis que les patients soient, bien sûr, évalués hein, au niveau dentaire par un dentiste, de préférence quand même aussi spécialisé, parce que c'est une prise en charge dans le polyhandicap quand même assez spécifique hein, pour que le soin se passe dans les bonnes conditions. Des fois, ça peut être des soins qui se font sous anesthésie, hein. Donc, bien sûr, les caries, il y a un risque de perte hein, de la sensibilité gustative aussi, hein, principalement avec les aliments plutôt sucrés et gras. L'impact, bien sûr, du diabète aussi, toujours pareil, ça c'est dans les deux sens, hein, un risque d'infection, hein, un risque de mauvaise cicatrisation.
les mycoses qu'il peut y avoir au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage, le problème de l'édentement. À un moment donné, bah, les personnes, pour manger, c'est simple, hein, on a des dents qui sont là pour faire le mixeur. Si on a moins de 20 dents, principalement les molaires, bah là, ce sera extrêmement compliqué. Il faut pouvoir avoir un appareillage, si c'est possible ou pas, bien sûr, en fonction de la situation. Et il va y avoir un risque de diminution des apports alimentaires, un risque de fausse route aussi, et donc de pneumopathie d'inhalation qui va être augmentée. La salive, hein, elle peut aussi avoir, bien sûr, et elle a un potentiel réparateur, puisqu'il y a la salive a un rôle au niveau immunitaire. Et donc, au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, c'est important de garder ce potentiel réparateur de la salive. Donc, la grande question, voilà, consultation dentaire, point d'interrogation. Des fois, les patients n'ont pas du tout de bilan à ce niveau-là. Donc, pensez-y. Deuxième point important, vraiment les fausses routes, principalement dans les situations de polyhandicap et dans certaines maladies neurologiques. Donc les fausses routes, hein, le fait que les aliments vont passer dans le mauvais chemin, donc il y a plusieurs mauvais chemins finalement, hein, ils ne vont pas passer dans la voie digestive au niveau de l'œsophage. Bah, ils peuvent aller en arrière vers les poumons, hein, ils vont passer dans la trachée. Donc là, bien sûr, l'inhalation, infection pulmonaire, étouffement. Après, vous avez le risque d'avoir des fausses routes qui peuvent aller aussi en arrière, mais vers le nez. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein. Vous mangez, vous buvez quelque chose de gazeux, ça passe par le nez, c'est très désagréable. Et puis, il peut y avoir les fausses routes, c'est un mauvais chemin en avant. Les aliments, ils peuvent être recrachés, il peut y avoir voilà, du bavage. Et ça, c'est aussi un chemin qui n'est pas bon. Si la personne elle recrache les aliments, c'est qu'il y a un souci. L'anxiété, les fausses routes, la peur que ça passe de travers, ça angoisse tout le monde. Ça angoisse les soignants, les aidants, bien sûr. Ça angoisse le patient, le résident. Donc, il faut les évaluer. Et bien sûr, vous avez peur de manger, ça passe de travers. Même avec l'adaptation des textures, petit à petit, on va avoir une réduction des apports alimentaires et progressivement une perte de poids. Alors, en ce qui concerne les conséquences de la dénutrition, bah, l'état psychique, bien sûr, il va être altéré. Hein. Vous, comme je vous ai dit, le moral, il sera moins bon et ça va être un cercle vicieux. Chez les enfants, la croissance, la cicatrisation, bien sûr, hein, après une chirurgie, sur des lésions d'esca. Le tube digestif, il a impacté le tube digestif. Il y a bien sûr des cellules qui permettent d'absorber, mais il y a du muscle aussi, hein. Le muscle, hein, la personne, comme je vous disais, elle va perdre de la masse musculaire, de la fonction hein, pour ses déplacements. Elle utilisera moins bien son fauteuil, elle ne pourra plus faire les transferts. Les défenses de l'organisme, hein, les défenses immunitaires, quelles qu'elles soient, hein, pour lutter contre les infections virales et bactériennes, elles seront altérées avec la dénutrition. L'atteinte aussi au niveau respiratoire, hein, et puis bien sûr, plus, la qualité de vie. On garde en tête que la dénutrition, ça n'améliore rien. Il ne faut pas se dire, bah, tiens, oui, la personne elle a perdu du poids, c'est plus simple pour faire les transferts, pour la porter, pour la mobiliser. Non, ça, c'est pas la bonne réflexion. Hein. Des fois, ça peut être le cas, hein, puisque pour certains aidants, certaines familles, c'est plus simple, et on peut les comprendre hein, des fois, surtout quand les aidants vieillissent, de mobiliser quelqu'un qui a un poids un petit peu plus bas. Mais malheureusement, avec ce poids plus bas, il y a des conséquences négatives. On va passer à la dernière partie, l'évaluation de l'état nutritionnel. Rapidement, pour le repérage, il peut y avoir des outils, mais des outils qu'on peut utiliser chez l'adulte et chez l'enfant, qui s'appelle le CEFI, c'est le score fiable des ingestats. Voilà, c'est une EVA entre 0 et 10. Alors, il faut que la personne, bien sûr, puisse comprendre, puisse s'exprimer par rapport à ça. Donc, quand la personne, on a un score en dessous de 7, c'est qu'il y a un risque de dénutrition, ou si la personne, elle a mangé moins de la moitié de ses apports sur le repas précédent, finalement. Donc, ça, c'est des outils assez simples. Et puis, on a un outil qui est plutôt orienté pour les personnes âgées. Il faut bien sûr que la personne, ça peut être fait par les aidants, comme pour le CEFI, hein, ça peut être fait en auto ou en hétéro-questionnaire, hein, avec des petites questions simples sur le poids, l'appétit, repas, alimentation. Donc, ça a fait l'anagramme parade, hein, ça a été mis voilà, en place par le professeur Agathe Reynaud-Simon à Paris, qui est la présidente du collectif. Donc, c'est un petit outil de dépistage, mais bien sûr, il faut que la personne elle puisse être apte à recevoir, bien sûr, ce dépistage. Sinon, on fait simple. Nous, en nutrition, on n'a pas besoin de grand-chose, pas besoin de gros bilans biologiques. Il faut des mesures. La priorité, c'est le poids.
hein. Avec le poids, on pourra avoir la variation de poids par rapport au poids d'habitude. La taille, c'est aussi important, ou l'estimation de la taille avec la hauteur talon-genou, hein. Il y a des formules qui existent, la formule de Schumli, je vous l'ai mis, hein. Donc, en fonction de, là c'est pour l'adulte, hein, mais il y en a pour les enfants qui existent, en fonction du sexe et de l'âge. Et puis, on calculera avec la taille et le poids l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. On peut faire des mesures, d'autres mesures, hein, le périmètre au niveau du bras, la circonférence brachiale. Et il faudra évaluer les ingestats. Pas besoin de faire un bilan poussé au niveau diététique avec une enquête alimentaire qui sera assez souvent biaisée, puisque c'est compliqué d'avoir quelque chose malheureusement de précis, surtout dans ces situations. Mais on verra bien entre d'habitude où ça se passe bien et une situation où ça se passe pas bien. Est-ce que la personne, elle mange un tiers, deux tiers, le quart de ses apports habituels? L'état bucco-dentaire, c'est une priorité, comme les troubles de la déglutition et la salivation. Voilà, je vous ai mis les critères de dénutrition. Là, c'est vraiment dénutrition adulte polyhandicapé, hein, c'est une situation bien particulière. Donc, il y a l'IMC en dessous de 16, une perte de 3 kilos si on a un IMC en dessous de 16, ou de 5 kilos si l'IMC est à plus de 16. L'amaigrissement aussi, 5% par rapport au poids de référence, le périmètre brachial en fonction de l'IMC, la diminution des ingestes à moitié, hein, qui colle avec le CEFI, un poids inférieur à 40 kg, hein. Des paramètres biologiques, alors les paramètres biologiques, c'est des signes de gravité. La dénutrition, c'est des critères cliniques, hein. L'albumine, préalbumine, hein, en dehors des situations de polyhandicap, c'est plus un critère de sévérité. C'est un critère, pardon, excusez-moi, c'est un critère de sévérité. C'est pas un critère de diagnostic, hein. On peut avoir des personnes qui ont des biologies très très bonnes, mais un état nutritionnel avec un poids catastrophique. Je vous ai mis, vous pouvez revenir rapidement dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les critères de dénutrition en dehors du polyhandicap, finalement. Donc, ça peut être chez quelqu'un qui a un handicap, mais qui va pouvoir avoir une évaluation, on va dire, entre guillemets, comme la population générale. Donc, c'est les mêmes critères. Il y a juste des petites différences en fonction de l'âge pour l'IMC. Donc, ça, c'est les critères de la Haute Autorité de Santé, hein, 2019 et 2021. Donc, avec des critères de perte de poids, d'IMC. Gardez vraiment ça en tête. La partie réduction de la masse, sarcopénie, ça, c'est vraiment à la marge. Donc, il faut un critère phénotypique, un critère étiologique. Et il y a des critères de gravité en fonction de la perte de poids, de l'importance de la perte de poids, hein. Et puis, pareil, en fonction de l'IMC et l'albumine. Vous voyez ici, ça reste qu'un critère de sévérité, ce n'est pas un critère de diagnostic. Dernière petite partie, l'évaluation de la déglutition. Je vous ai mis un petit algorithme qui avait été mis en place par mon ancien responsable, le professeur des sports, qui est le président de notre centre ressources. Voilà. Pour orienter, il y a des tests de dépistage assez simples pour la déglutition. C'est le test de Pipo, c'est faire boire 80 ml d'eau à une personne et de voir ce qui se passe. Est-ce que la personne, elle se met à tousser tout de suite? Est-ce qu'elle a une voix gargouillante, une voix voilée? Ça, c'est des signes de troubles de la déglutition. Et puis, sinon, l'examen de référence, ça reste bien sûr la radiovidéoscopie de déglutition qui n'est pas accessible partout et si facilement que ça. Mais il ne faut pas hésiter à la faire parce que des fois, ça permet de statuer sur la situation. Est-ce qu'on continue l'alimentation par la bouche? Est-ce qu'on bascule sur de la nutrition artificielle? Je vous ai mis à côté un chatbot qui s'appelle Clinibot qui a été mis en place avec le réseau Serenut et donc qui est un outil, un robot conversationnel qui permet d'orienter vers un risque, hein, plus ou moins important de fausse route et soit d'orientation vers des examens complémentaires, voire l'arrêt de la prise alimentaire Péros. Vous pouvez aller sur le site pour l'outil. Madame Vimontex pourra développer après moi si elle le souhaite. Pour conclure, la meilleure stratégie de prévention de la dénutrition, bah, c'est de l'évaluation. Pour prévenir, il faut évaluer, il faut peser les personnes, hein. Il faut que ce soit systématique, hein. Donc, c'est l'évaluation systématique de l'état nutritionnel. En un mot, peser, 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 bien sûr, hein. Sans ça, demander à un cardiologue de traiter une hypertension sans avoir des chiffres tensionnels, il va vous rire au nez, hein. Il aura raison. Ben, demander à quelqu'un de prendre en charge l'état nutritionnel de quelqu'un sans avoir de mesure, c'est impossible. On ne sait pas ce qu'on va faire. Je réinsiste sur les fiches HandiConnect qui sont vraiment très bien faites et puis dans le cadre des recommandations, hein, que ce soit bien sûr avec les critères, je ne vous les ai pas mis, mais vous trouverez les critères chez les enfants, aussi un polyhandicapé de dénutrition, chez l'adulte.
Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, hein, ça permet vraiment voilà, de vous aider hein, dans votre prise en charge. Et puis, il y en a d'autres, hein, vous voyez, comme le handicap psychique et le syndrome métabolique. Donc, on est là, on est plutôt sur versant obésité et handicap psychique. Et puis, en conclusion, hein, gardez en tête que dans les situations principalement de polyhandicap, la dénutrition, c'est extrêmement fréquent, 2 tiers des personnes, de nombreux mécanismes assez souvent intriqué. C'est un facteur de mauvais pronostic, mais c'est un élément qui est incontournable de la prise en charge. Il ne faut pas dire que c'est normal, hein. Il faut voilà, que ça participe à la prise en charge de la personne, puisqu'une fois qu'elle est installée, ce sera toujours plus compliqué de la prendre en charge que si on la prévient et qu'on met en place des prises en charge, on va dire, en amont. Donc la prévention, c'est l'évaluation et c'est peser les personnes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est nous qui vous remercions, professeur Jésus. C'était très clair ce panorama, très explicite. Je pense qu'on va y revenir au moment des questions-réponses. Nous avons eu pas mal de questions déjà, mais sans plus attendre, je donne la parole à Madame Villemontex pour la prise en charge concrète et pour la présentation du centre source Sérénut. C'est à vous, Madame Villemontex. Merci. Merci de m'avoir sollicité pour intervenir lors de ce webinaire. Donc, moi, je vais faire la suite, en effet, par rapport à la présentation du professeur Jésus. Je vais vous parler un peu plus en détail de Sérénut, qui est le Centre ressources nutrition de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un dispositif donc, de l'ARS, et l'expertise qu'on a sur la dénutrition et sur le handicap. Dans un premier temps, je vais vous évoquer les objectifs stratégiques de Sérénut qui ont été établis avec l'ARS. Ensuite, nos actions, les outils qu'on met à disposition des professionnels. Et pour terminer, je ferai un focus sur notamment des kits de dépistage de différents statuts nutritionnels et en particulier de la dénutrition et différents supports qu'on peut vous mettre à disposition. Par rapport à Sérénut, je dirais qu'on n'est pas tout jeune sur le domaine de la nutrition, parce qu'on a existé de 2004 à mars 2022 sous la forme d'un réseau de santé ville-hôpital qui se nommait l'INUT, où on était le seul réseau nutrition personnes âgées en France à intervenir auprès des personnes âgées en institution et également à domicile, notamment des patients insuffisants rénaux. Ça pouvait être des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique, de personnes qui sortaient de soins de suite et réadaptation. Et du fait de cette expertise, l'ARS, donc Nouvelle-Aquitaine, nous a sollicité pour étendre notre activité sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et en plus de proposer notre expertise également au secteur du handicap, qu'on ne touchait pas jusqu'à présent. Donc on est passé de 3 départements à 12 départements avec un potentiel de 2600 établissements. Donc, au niveau des objectifs que nous avons définis, le premier, c'est vraiment de sensibiliser et d'informer les décideurs et les professionnels sur l'importance de la prise en charge nutritionnelle, aussi bien du public âgé que du public en situation de handicap. Le deuxième objectif, c'est vraiment d'améliorer les pratiques professionnelles en mettant à disposition, par exemple, des outils, en diffusant des bonnes pratiques, en formant les professionnels. Ça va être également de diffuser notre expertise en matière de nutrition, en incluant aussi bien la prévention que la prise en charge de la dénutrition et toute autre pathologie nutritionnelle. Et pour finir, ça va être d'accompagner des établissements médico-sociaux et ça nous arrive aussi d'être sollicité par les structures à domicile pour les aider à mettre en place une politique qui soit favorable aux différents publics qui peuvent accueillir. Donc, au niveau des actions que nous proposons au sein de Sérénut, il y a toute une partie promotion qu'on peut réaliser dans les établissements médico-sociaux de la Nouvelle-Aquitaine. On se déplace voilà, de façon à pouvoir discuter, échanger avec aussi bien les directions que les professionnels de soins, les professionnels de restauration sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au niveau de la nutrition. Une autre action, ça va être l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc, on est organisme de formation depuis 2005 certifié Calliope. Donc, on est amené à dispenser des formations sur différents thèmes relatifs à l'alimentation. Ça peut être sur la dénutrition, ça peut être sur les troubles de la déglutition,
sur le service du repas, sur les textures, donc tout thème relatif à l'alimentation et à la sensibilité et à la dénutrition. Et on a en plus ces formations déclinées sous forme de temps plus court qu'on a nommé sensibilisation. Ça permet, quand il y a des nouveaux professionnels dans les établissements, de resensibiliser sur différents sujets les professionnels. On l'a fait notamment quand il y a eu les nouveaux critères de repérage de la dénutrition. Ça a permis de sensibiliser sur des temps un peu plus courts les professionnels. Ça peut être aussi par le biais de webinaires. Pareil, dans le cadre de la semaine de la dénutrition, hier, on a fait un webinaire sur dénutrition et enrichissement. On en fait régulièrement dans l'année qui sont mis à disposition après en replay sur le site internet. On organise également des conférences, notamment la semaine prochaine, on sera sur Poitiers mardi pour une formation nutrition et handicap. On collabore également aux journées interclans du Limousin et au forum du centre spécialisé d'obésité. Donc, pareil, toutes ces manifestations sont citées sur notre site internet de façon à ce que vous puissiez vous inscrire lorsque vous le souhaitez. Une autre de nos actions, ça va être d'accompagner les établissements médico-sociaux dans la mise en place, comme je disais tout à l'heure, d'une politique nutritionnelle favorable pour les différents convives. Alors, ça va se présenter sous différentes formes. Ça peut être notamment pour les aider à améliorer la prestation restauration à l'aide de la participation d'une diététicienne aux commissions de menus. On avait notamment réalisé un guide de structuration des commissions de menus qui permet aux établissements d'avoir une commission structurée sous la forme de résolution de problèmes. Un autre point auquel on accompagne les établissements, ça va être de diagnostiquer et prendre en charge les problèmes nutritionnels, notamment à l'aide de séries kits que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Et ça va être de dépister et prendre en charge les troubles de la déglutition à l'aide du chatbot Clinibot que vous a évoqué le professeur Jésus. Et le dernier point, c'est la mise à disposition d'outils, donc comme des outils numériques, par exemple Kyriel pour réaliser des menus, Clinibot pour repérer les troubles de la déglutition. Ça va être également de vous mettre à disposition des fiches conseils qui sont téléchargeables sur le site de Sérénut. L'autre, de vous mettre également à disposition des guides, comme je vous disais tout à l'heure, celui sur les commissions de menus. On en a également un sur les troubles de la déglutition. Si on rentre un petit peu plus en détail dans les outils, donc au niveau des outils numériques, donc Clinibot qui est un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel, où vous avez au départ donc toute une série de questions pour repérer les différents facteurs de risque des troubles de la déglutition. Et de là, un algorithme a été rentré pour avoir derrière une aide à la décision. L'aide à la décision ne va pas être systématiquement un changement de texture, mais ça peut être, par exemple, de conseiller sur le positionnement de la personne au moment du repas. Ça peut être, par contre, aussi de faire, entre guillemets, un pré-repérage pour derrière se dire, est-ce qu'il faut finalement qu'on envoie notre personne faire une thèse de vidéoscopie. Donc, c'est différentes voilà, possibilités en fonction des facteurs qui auront été rentrés au préalable. Ensuite, Kyriel, hein, donc c'est un outil c'est un logiciel exactement qui vous permet de réaliser les menus. On travaille avec l'établissement au préalable sur la réalisation d'un plat alimentaire, de façon à ce que les menus soient équilibrés, de saison et variés, qui répondent également aux différents grammages selon le public que vous pouvez accueillir. Et de là, ça permet de réaliser des menus où vous avez plusieurs banques d'aliments de façon à choisir, par exemple, tel ou tel légume qui est plus favorable pour la personne que vous accueillez. Et vous avez également plus de 1200 fiches techniques qui vous permettent d'avoir les recettes aussi bien en texture normale qu'en texture mixée et selon les différents grammages des différents publics.
Concernant les fiches conseils, donc je vous ai mis quelques exemples de fiches conseils. Nutrition handicap, dénutrition et handicap, obésité et handicap. On a également une fiche sur gérer les soins de sonde et la nutrition entérale au quotidien, les repas mixés, comment stimuler l'appétit à l'aide d'essence, que faire si le goût est altéré, enrichir l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a plus de 35 fiches conseils qui sont rédigées par nos diététiciennes et qui sont validées systématiquement par les médecins du conseil d'administration, dont notamment le professeur Desport, le professeur Jésus et également le docteur Faimandi. Donc ces fiches, nous, sont réalisées à la demande des professionnels que l'on peut rencontrer dans les établissements et on a également des fiches conseils qui sont adaptées au grand public. Concernant les guides, ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous avez également sur le site à disposition un guide sur les troubles de la déglutition, un autre sur la proposition de structuration des commissions de menu en EHPAD, mais qui est également applicable pour les établissements qui accueillent du public en situation de handicap. On a également réalisé des livres. Vous avez un livre qui correspond au visuel d'aide au service du repas, parce qu'on a souvent la difficulté où on nous dit, voilà, je ne sais pas quel grammage servir aux convives. Dans ce cas-là, vous avez des photos, notamment la photo du grammage à servir avec le nombre de cuillères pour une texture normale, pour une texture mixée. Et à la fin, vous retrouvez le référentiel qui est le GMRCN, qui est notamment le groupement d'études des marchés en restauration collective, qui a défini les grammages aussi bien pour l'enfant, pour l'adulte que pour la personne âgée. Donc, vous retrouvez également ces grammages à la fin du visuel. Et surtout, pour faciliter le quotidien des professionnels, on a voulu le faire en nombre de cuillères plutôt qu'en grammage. Parce qu'un grammage va parler, par exemple, à une diététicienne, mais ne va pas systématiquement parler à une infirmière ou à un personnel hôtelier. Donc, ça permet d'avoir des repères au moment du repas. Ensuite, au milieu, donc, vous avez un livre de 50 recettes et fruits crus mixés. C'est des recettes alors, qui sont proposées notamment pour des personnes qui ont une texture modifiée, mais on a tâché que ces recettes puissent également être proposées pour l'ensemble des convives, de façon à ce que, par exemple, sur des journées à thématique, des journées de fête, ils aient, par exemple, l'entrée et le dessert de la même façon que l'ensemble des autres convives. Et pour finir, on avait réalisé avec le responsable restauration de l'hôpital de Saint-Léonard, qui est sur la Haute-Vienne, un livre avec des fiches techniques, pareil sur des recettes qu'on trouve régulièrement dans les établissements, mais qui ne sont pas toujours bien réalisées, et notamment la réalisation de la texture mixée. Ensuite, donc, on a eu la demande de l'ARS, étant donné qu'on n'intervient plus directement dans les établissements médico-sociaux, mais qu'on est davantage là en ressources. L'ARS nous a demandé de réaliser des kits pour diagnostiquer et prendre en charge tout problème nutritionnel. Donc, on en a réalisé trois. Un pour les établissements médico-sociaux, un autre pour les soignants à domicile et le dernier pour les aidants professionnels ou les aidants familiaux également à domicile. Notamment sur le dernier, je rebondis sur ce qu'a dit Pierre Jésus tout à l'heure par rapport aux facteurs de risque. On a notamment une fiche qui peut être utilisée par les aidants qui va permettre de connaître les signes évocateurs aussi bien de la dénutrition que du surpoids. Et c'est cette fiche-là qui peut être ensuite transmise à un professionnel de santé pour que derrière, il puisse lui-même réaliser le diagnostic. Donc, au niveau de ces kits, le but, c'est vraiment d'accompagner les professionnels dans le diagnostic du statut nutritionnel, aussi bien de l'adulte que de la personne âgée, qu'elle soit ou non en situation de handicap, et de permettre d'avoir une prise en charge de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité. Pour réaliser ces kits, nous nous sommes appuyés sur les différentes recommandations, notamment les recommandations de l'HAS, de la SFNCM, du collectif de lutte contre la dénutrition, du Plan national nutrition santé, de la Société française de nutrition, de l'Association française des diététiciens nutritionnistes, des différentes fiches conseils qu'on met à disposition de Sérénut, de différents aussi articles scientifiques et également des pratiques en EHPAD et en établissement pour personnes en situation de handicap.
Je vous ai remis quelques fiches qu'on trouve dans ce kit. Notamment, vous avez le schéma de repérage du statut nutritionnel, où vous allez avoir notamment en annexe la fiche de repérage que vous avez sur la droite, qui va vous permettre de vraiment prendre les bons éléments pour repérer les différents statuts nutritionnels. Je ne vais pas rentrer en détail comme ça a été fait préalablement, mais toujours on insiste sur le poids et être aussi vigilant sur le poids, de comment on récupère ce poids. Est-ce que voilà, la personne est pesée habillée ou en sous-vêtements? Si elle est pesée en sous-vêtements, ben, si possible, toujours la peser de la même façon et d'enlever 1,4 kg pour une femme et 2 kilos pour un homme, de façon à ce que quand on a besoin de comparer avec le poids mesuré à l'hôpital, qu'on soit toujours sur les mêmes critères. La taille, pareil, notamment pour la personne âgée, éviter de prendre une taille déclarative ou la taille de la carte d'identité, parce qu'en vieillissant, malheureusement, la taille bien souvent est diminuée. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a la possibilité avec la toise pédiatrique de mesurer la distance talon-genou. On vous met en plus de la formule également un tableau d'équivalence en fonction de la mesure que vous aurez trouvée et l'âge de la personne, donc pour les personnes de plus de 60 ans, ça vous permettra d'avoir directement la taille de la personne. Et pour finir, le point de vigilance, en effet, l'albuminémie, qui n'est plus un critère de dépistage, mais un critère de sévérité. Donc, en fonction de la fiche de repérage, de la surveillance alimentaire également qu'on vous met à disposition, de la distance talon-genou, du diagnostic des nutritions, surpoids, obésité. Ça vous permet d'avoir une synthèse et selon cette synthèse, vous allez connaître ben, la prise en charge à suivre où vous allez retrouver les différents documents qui vous permettront de mettre en place différentes mesures. Donc, je vous ai remis, pour exemple, les diagnostics de la dénutrition, surpoids et obésité, dont je ne reviendrai pas dessus. Euh, mince, je vous ai juste par contre mis alors un élément qu'on vous nous demande régulièrement, c'est notamment sur la stratégie de prise en charge hein, et en particulier un protocole d'enrichissement. Donc en fonction de la stratégie qui correspond aux recommandations de l'HAS, donc en fonction de la dénutrition et en fonction des apports alimentaires, ça vous permet bah, d'avoir derrière un protocole à mettre en place au niveau de la dénutrition pour savoir combien d'enrichissement vous devez mettre en plus dans le repas des différents convives qui ont une dénutrition. Donc, on vous a mis à disposition des exemples d'enrichissement, notamment qui peuvent être utilisés plus facilement, je dirais, à la maison ou par les cuisines avec notamment des aliments qu'on trouve couramment. Je prends l'exemple des petits suisses. On sait que avec, si on donne par exemple 2 petits suisses, on est déjà à presque 12 grammes de protéines. Donc, c'est des aliments courants qu'on trouve, mais qui ont voilà, un apport en protéines intéressant pour une personne dénutrie. Après, pour les établissements médico-sociaux, le retour qu'on a des professionnels, c'est que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui de vraiment faire du cas par cas. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de proposer un planning, c'est-à-dire qu'en fonction de l'apport d'enrichissement que vous avez déterminé, vous allez avoir eh ben, un protocole, je dirais, enfin planning sur une semaine, où ça vous permettra également de varier en termes d'enrichissement, notamment sur les collations qui sont données dans les établissements. Ça permet bah, soit de varier avec des crèmes enrichies de différents parfums, ça permet aussi d'enrichir avec, de faire des recettes de cake enrichies, des recettes qui vont être toutes simples, mais qui vont permettre, eh ben, pareil, de varier et surtout de garder le plaisir au niveau de l'alimentation et de permettre de réduire la dénutrition. Alors, excusez-moi, Madame Villemontex, je vais devoir vous couper parce qu'il est 58. Il nous reste 2 minutes pour finir le webinaire. Ouf. C'était fortement intéressant. Je sais que c'est votre dernière slide. Donc, merci beaucoup. Et comme on a eu beaucoup de questions, je voudrais en poser au moins une avant de Il finir n'y a le pas de souci. webinaire. Merci beaucoup, merci infiniment. On a eu beaucoup de questions sur les textures mixées. Donc, sachez que toutes les questions auront des réponses sur le site HandiConnect. On a un accès à l'expertise et donc, comme on en a eu énormément et que là, on a dépassé le temps prévu, on répondra aux questions par écrit à ce moment-là.
Professeur Jésus, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions que vous avez vues passer également? Il y en a beaucoup. Comment faire accepter à une personne la texture mixée? Et est-ce que cette texture altère les qualités nutritionnelles? On t'entend pas, Pierre. On ne vous entend pas, il faudra mettre le Oui, micro. tout à fait, c'est bon. Merci. Oui, non, non, la texture modifiée n'altère pas la qualité nutritionnelle des patients, hein. Si je prends l'exemple, la nutrition artificielle, c'est du liquide, hein, et les patients sont nourris tout à fait normalement avec les apports. Donc, le plus important avec la texture modifiée, c'est bien sûr l'enrichissement à côté pour atteindre les objectifs, qu'il y ait du goût aussi. Voilà, ça c'est un point extrêmement important, hein, que ce soit le côté salé, sucré, que la personne, elle puisse identifier ce qu'elle mange aussi. Hein, ça, c'est aussi important. Si on mélange tout d'un seul coup dans une bouillie marronasse, on n'accepte pas bien, on serait tous pareils. Et puis, le point le plus important, hein, c'est que la texture modifiée, à un moment donné, elle est nécessaire. Donc, pour l'acceptation, c'est vraiment trouver tous les artifices autour et principalement le goût, hein. Merci beaucoup. Madame Villemontex, il y a beaucoup de personnes aussi qui se demandent si votre centre intervient dans d'autres régions ou existe dans d'autres régions. C'était très intéressant ce que vous nous avez partagé, mais il y a ces questions-là qui reviennent. Alors, on est le seul réseau nutrition, enfin centre ressources plutôt nutrition enfin, en Nouvelle-Aquitaine et sur la France. Par contre, il y a d'autres dispositifs comme des structures régionales d'appui qui existent. Il y a notamment la SARE à Nantes qui aide les professionnels et les établissements sur ces problématiques. Et également en Bretagne, notamment sur Rennes, vous avez la structure régionale d'appui à la qualité des soins et de la sécurité qui peuvent accompagner les établissements sur ces différentes problématiques. Parfait, merci beaucoup. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre les autres questions. Il est 14 heures, mais comme je vous le disais, on va y répondre sur le site d'HandiConnect. Je remercie infiniment nos intervenants. C'était des interventions de grande qualité. Merci à vous deux. Merci encore à l'aspect technique, à Anne-Charlotte et Odile pour la modération. Merci à tous nos partenaires. Jules, si tu peux mettre la slide de remerciements pour les partenaires, parce que Coactis Santé ne pourrait pas exister sans tous ses partenaires, en tout cas. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous en 2025 pour le prochain webinaire qui aura lieu sur le thème du cancer et du handicap. Ce sera le 4 février prochain. Voilà, merci à tous pour votre participation. Le replay sera disponible dans les prochains jours et vous le recevrez par mail avec toutes les ressources qui ont été citées pendant ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci Au à vous. revoir.